Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon des adaptations. Et aujourd'hui on va essayer d'imaginer ensemble l'adaptation d'un jeu vidéo, un jeu sorti en août 2016, un jeu qui a fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie. Mais pas dans le bon sens du terme, malheureusement. Ce jeu, c'est No Man's Sky. Eh, non, doucement. Vous allez me ranger ces torches et ces fourches, et vous allez me laisser présenter le jeu à ceux qui ne le connaissent pas, et expliquer pourquoi j'ai décidé d'y consacrer un épisode. Et vous pourrez les ressortir après, si ça vous chante. Alors No Man's Sky est un jeu développé par le studio anglais Hello Games. C'est un jeu de science-fiction en vue à la première personne qui vous met dans la peau d'un explorateur spatial. C'est ce qu'on peut appeler un jeu sandbox ou bac à sable en français. En d'autres termes, c'est vous-même qui vous fixez vos propres objectifs et vous avez une liberté quasi totale de faire ce que bon vous semble. Bon, il y a bien un objectif qui est d'arriver au centre de l'univers, mais il est totalement optionnel. Ce qui caractérise l'univers du jeu est le fait qu'il est, en théorie, infini et se compose donc de milliards et de milliards de planètes. Et on peut absolument toutes les visiter. Sauf que ça prendrait environ 5 milliards d'années. Histoire de vous donner quelques détails techniques, les planètes qu'on peut visiter et la faune et la flore qui les peuplent sont générées de manière procédurale. C'est-à-dire que tout ce beau bordel est généré en fonction d'algorithmes très précis au fur et à mesure que le joueur avance. Alors évidemment, un tel pitch, ça fait rêver et ça génère forcément des attentes monstres. Et comme toujours, ces attentes ont été accompagnées par un lot de personnes déçues à la sortie du jeu. Sauf que là, le lot était plutôt imposant. Et c'est un euphémisme. Alors je vais pas vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a de très fortes chances que vous en ayez entendu parler, et si c'est pas le cas, eh ben, il vous faudra pas plus de 30 secondes pour trouver tout ça sur Google. Bon, je me doute bien qu'une bonne partie d'entre vous, et peut-être même la majorité d'entre vous, est en train de se dire que j'ai complètement pété un câble. Et vous avez peut-être raison, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai une bonne raison qui m'a poussé à consacrer un épisode du Salon des Adaptations à No Man's Sky. Et cette raison, eh ben elle est toute conne. C'est tout simplement parce que j'adore ce jeu. Et je pense même pouvoir dire que c'est l'un de mes jeux préférés. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure des choses à dire pour vous convaincre de ma bonne santé mentale. Alors oui, je sais bien que les gars de chez Hello Games ont fait tout un tas de promesses qui n'ont finalement pas été tenues. Oui, je sais que le jeu est optimisé avec le cul. Oui, je sais que les milliers de milliards de planètes qu'on peut visiter dans le jeu sont, au final, peu diversifiées. Oui, je sais que les espèces animales ou végétales qu'on peut découvrir se ressemblent souvent d'une planète à une autre. Oui, je sais que c'est répétitif de devoir aller sur une planète, récupérer des ressources, retourner à la station spatiale la plus proche pour revendre ce dont on n'a pas besoin, aller sur une nouvelle planète, récupérer de nouvelles ressources et ainsi de suite dans chaque galaxie qu'on visite. Oui, je sais que ce jeu a plein de défauts. Mais qu'est-ce que je peux prendre mon pied quand j'y joue? Tout ce que je demande à un jeu vidéo, c'est qu'il soit assez convaincant et prenant pour m'attirer dans son univers au point que j'ai plus envie d'en sortir. Et No Man's Sky m'a fait ça comme jamais aucun jeu ne me l'a fait auparavant. J'ai très honnêtement trouvé aucun autre jeu qui peut littéralement me scotcher à mon écran pendant des heures. Parce que oui, là où mes sessions de jeu sur Pokémon par exemple, qui est ma licence vidéoludique préférée, se comptent en minutes, mes sessions de jeu sur No Man's Sky se comptent en heures, et quand j'arrête d'y jouer, c'est toujours à contre-cœur. À vrai dire, c'est pas tellement le côté découverte qui me fascine, non, c'est surtout l'aspect plus mythologique du jeu. Sauf que j'ai l'impression que peu de monde s'y intéresse. C'est vraiment dommage parce que c'est clairement l'un de ses points forts, et donc je m'adresse de nouveau à ceux qui n'ont pas joué au jeu. En fait, on pourra trouver dans l'univers 3 races aliens avec lesquelles on pourra interagir, les interactions tournant principalement autour du commerce. Ces races sont les Geks, des espèces de petits lézards bipèdes, les Korvax, qui sont des membres des Daft Punk, en fait, et les Vikings, qui sont des guerriers dont l'apparence varie pas mal d'un individu à l'autre. Mais il y a un petit souci. Chacune de ces races parle sa propre langue. Et ces langues, eh ben notre personnage ne les connaît pas. Alors on peut très bien se démerder sans les connaître, évidemment. Mais on peut aussi apprendre ces langues. Pour ce faire, on trouvera sur chaque planète des espèces de stèles. Chaque stèle avec laquelle on interagit nous apprend un mot dans une des 3 langues. Forcément, plus on découvre de stèles, plus on apprend de mots. Plus on apprend de mots, plus on a de chances de comprendre les aliens avec lesquels on interagit. Mais ce n'est pas tout. Sur chaque planète, on pourra aussi trouver des monolithes. Et chacun de ces monolithes révèle un fragment de légende ou d'histoire relatif à une race alien particulière ou à l'espèce de culte qui nous pousse à essayer de nous rendre au centre de l'univers. C'est cet aspect précis qui me fait tant apprécier No Man's Sky, et c'est donc sur cet aspect que j'ai décidé de baser notre adaptation. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Avant d'essayer d'élaborer une Dream Team qui pourrait mener à bien ce projet, on va essayer d'établir ensemble une liste des éléments qu'on devrait retrouver dans l'adaptation. Premièrement, ça va paraître évident étant donné que c'est la mécanique principale du jeu, je pense que l'exploration doit avoir une importance capitale
végétale dans le film. Évidemment, le nombre de systèmes et de planètes visitées devra rester assez limité, étant donné qu'on parle d'une adaptation au cinéma. Et je pense aussi que ça pourrait être intéressant de faire en sorte que le personnage découvre et répertorie de nouvelles espèces, animales et végétales. Par contre, il va pas faire ça tout le long du film, non. On parle d'une œuvre cinématographique, pas d'un documentaire sur Discovery Channel. Ensuite, la collecte de ressources doit aussi avoir une place dans l'adaptation, mais je baserai clairement pas tout le film là-dessus, sinon ça risque vite de devenir assez répétitif. Un peu comme le jeu, malheureusement. Non, on pourrait tout simplement imaginer qu'à un moment, le personnage doive trouver des ressources pour remettre son vaisseau en état de marche, par exemple. Un autre élément qui devrait se retrouver dans le film, c'est les stations spatiales. Parce que mine de rien, elles occupent une place assez importante dans le jeu, et servent plus ou moins de hub central dans chaque galaxie qu'on visite. On y trouve de quoi vendre et acheter des objets, mais aussi et surtout des aliens avec lesquels on peut faire du commerce et à qui on peut carrément racheter leur vaisseau. Donc on pourrait imaginer que le personnage en visite une à un moment du film, pourquoi pas. Puis il faut aussi que l'univers dans lequel se déroule l'action ne soit pas vide. Dans le jeu, il n'est pas rare de voir des vaisseaux survoler les planètes qu'on visite, de tomber sur des campements établis par des aliens solitaires ou sur une carcasse de vaisseau, ou même de se faire attaquer par des pirates de l'espace. Bah dans le film, ça devrait être pareil. Le héros se doit d'être perdu, certes, mais pas seul pour autant. Enfin, l'élément clé qui doit se retrouver dans l'adaptation, c'est l'aspect un peu plus mystique de No Man's Sky. Je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt, donc je vais pas trop développer là-dessus. Voilà, maintenant, c'est parti pour l'élaboration de notre Dream Team, comme promis. On va commencer par parler du casting parce que je vais déjà un peu aborder la mise en scène dans cette partie, vous allez vite comprendre pourquoi. Sauf que je dois vous avouer que je fais déjà face à un problème. Ouais, déjà. No Man's Sky se déroulant entièrement à la première personne, on n'a pas un paix de description physique pour le personnage principal. En même temps, c'est un peu normal puisque le personnage principal n'est autre que le joueur lui-même. Rien que le fait que le HUD se constitue en fait d'informations qui s'affichent sur la visière de notre casque le prouve. Ce n'est pas un quelconque explorateur qu'on incarne, mais on est nous-mêmes transportés dans l'espace. C'est donc le joueur lui-même qui incarne son personnage. Pour peu qu'on en ait envie, on pourrait très bien incarner un alien et pas un être humain. Ce qui paraîtrait même assez logique étant donné qu'il n'y a tout simplement aucun humain dans l'univers du jeu. Forcément, ça va être assez compliqué de trouver quelqu'un pour incarner le personnage principal. Je vais donc faire certains choix avec lesquels tout le monde ne sera pas forcément d'accord, et je m'excuse d'avance si c'est le cas. Mais avant de vous donner un nom, je vais d'abord vous énoncer quelques critères de sélection. Premièrement, on a un problème de taille qui vient immédiatement se poser, celui du sexe du personnage. Dans le jeu, on s'en bat complètement les steaks, on est bien d'accord, mais dans le film, va bien falloir que le personnage soit un homme ou une femme. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une femme. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce qu'une femme n'aurait pas le droit de partir explorer l'espace ? En plus, ça permettrait de faire un personnage féminin fort qui pourrait se démerder sans l'aide de personne, et surtout pas d'un homme. Donc ouais, on est à la recherche d'une actrice. Maintenant, il faut aborder l'origine du personnage. Sera-t-elle caucasienne, noire, asiatique, typée sud-américaine ? D'aucuns diraient que pour qu'on puisse s'y identifier, il faudrait qu'elle soit blanche. Non. Pourquoi serait-elle forcément blanche ? Et surtout, pourquoi serait-elle forcément humaine ? Moi, je serais plutôt d'avis d'en faire une alien humanoïde. J'imagine bien quelque chose d'assez semblable aux Asari dans Mass Effect. Surtout que les Asari sont à genre, donc ce serait parfait. Mais on parle pas d'une adaptation de Mass Effect. Du coup, va falloir trouver autre chose. Bref, si le personnage est une alien, eh ben la barrière de la couleur de peau ne se posera pas, et tout le monde pourra s'y identifier. Et maintenant, l'actrice. Eh ben je serais tenté de dire qu'on s'en fout, en fait. La meilleure façon de représenter le personnage serait encore de ne pas le représenter, et donc de tourner tout le film à la première personne. Mais bon, ça risque de rapidement filer la gerbe au spectateur, donc ça me paraît difficilement réalisable. Enfin, quoique Hardcore Henry s'en sort très bien sur ce point-là, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'un gros studio ait les couilles de faire ça. Du coup, la seule option qui nous reste consiste à montrer le moins possible le visage du personnage. Et là, ça me paraît tout de suite plus faisable. J'imagine bien un film dans lequel les plans larges, voire même très larges, dominent, et ces plans seraient tellement larges qu'on ne pourrait tout simplement pas distinguer le visage du personnage. On aurait donc un personnage totalement perdu dans le cadre et écrasé par le gigantisme de l'univers qui l'entoure. Il y aurait aussi moyen de jouer sur les gros plans sur des parties du corps, ou sur les yeux par exemple. Bon, après il y aura forcément des scènes dans lesquelles on verra le visage du personnage, sinon ça risque d'être assez difficile de s'y attacher. On arrive enfin au moment que vous attendiez tous. Enfin, peut-être. Qui pour incarner le personnage principal ? Eh ben je vais me contenter de vous donner un seul nom. Déjà parce que je dois avouer que j'ai pas mal galéré, pour toutes les raisons que je viens de citer, et ensuite parce qu'il y a une actrice que j'adorerais voir dans un film comme ça. Et cette actrice, c'est...
Mickey Rourke. Hein? Attendez, quoi? Non! Non, non, non! Bougez pas! Et cette actrice, c'est... Lupita Nyong'o. Pour l'instant, on l'a pas vue dans énormément de productions, certes, mais à chaque fois que je l'ai vue quelque part, elle jouait bien. Et même sacrément bien. Même dans Star Wars 7, je trouve qu'elle nous a livré l'une des meilleures performances du casting, sachant qu'on ne la voit même pas. Ouais, en fait, c'est elle qui a fait la motion capture pour Maz Kanata. Vous savez, la petite alien orange avec les grosses lunettes. Et vu qu'elle va aussi être dans Black Panther chez Marvel Studios, bah on peut dire qu'elle commence à être habituée aux productions à gros budget. Et ce qu'il manque à sa carrière, c'est un rôle principal. Surtout que si elle est capable de nous décrocher un Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire, je ne demande qu'à voir ce qu'elle peut faire dans un putain de rôle principal. Je trouve qu'elle serait tout simplement parfaite pour incarner ce personnage qui se doit de rester neutre et qui doit donc se jouer tout en subtilité. Parce que j'ai jamais trouvé qu'elle surjouait ou ne s'impliquait pas assez. Elle est toujours juste dans son jeu. Alors c'est clairement pas une actrice qui va attirer les foules dans les salles de cinéma. Mais on s'en fout en fait. Le but c'est pas de faire un film lucratif. Le but, c'est de faire un beau film. Un bon film. Et si ça ne tenait qu'à moi, bah j'aurais pas choisi d'actrice, parce que la meilleure façon de représenter le personnage est encore de ne pas montrer son visage. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'un gros studio hollywoodien soit prêt à faire ça, donc j'ai quand même décidé de vous proposer une actrice, et donc de vous proposer ma propre vision du personnage, dans un souci de réalisme. Dans un souci de réalisme. Dixit, le mec qui propose une adaptation de No Man's Sky. Pour ce qui est du réalisateur, il y a un nom qui m'est tout de suite venu en tête. Il est encore assez jeune, mais a tout de même un background qui me permet de justifier son choix. Duncan Jones. À l'heure actuelle, il a 3 longs métrages à son actif. Moon, Source Code et Warcraft Le Commencement. Avec les 2 premiers, il a su nous montrer qu'il se démerde bien avec le genre de la science-fiction. Et bah c'est pile ce qu'il nous faut pour No Man's Sky. Et pour ce qui est du 3ème, il a su nous montrer qu'il se démerde bien avec les films à gros budget et avec beaucoup d'effets spéciaux. Alors oui, Warcraft n'est pas parfait. Est-ce que pour autant il mérite sa réputation de navet ? Je pense pas. Puis les gros problèmes du film se trouvent surtout au niveau de son scénario. Il y a honnêtement pas grand chose à redire sur la réalisation. Et personnellement, je trouve que les effets spéciaux de Warcraft sont plutôt réussis. Je les trouve assez lisibles et on est assez loin de la bouillie visuelle à laquelle on pouvait s'attendre. Et vu que notre adaptation fourmirait de VFX en tout genre, un réalisateur qui a déjà eu une expérience sur un tel projet me paraît être le choix évident. En plus, avec Moon et Source Code, Duncan Jones nous a non seulement livré 2 films de science-fiction tout à fait honorables, mais en plus, ces 2 films lorgnent vers la thématique du transhumanisme, ce qui me paraît aussi être parfait pour une adaptation de No Man's Sky. Dès que j'ai commencé à réfléchir à cet épisode, j'ai directement pensé à un scénariste qui, je pense, serait parfait. Eric Heisserer. Alors on lui doit Dans le Noir, ouais, mais aussi le The Thing de 2011, mais Destination Finale 5 et Freddy les Griffes de la Nuit. Attendez, il y a une couille dans le pâté là. Ah bah oui, je me disais aussi. Certes, on lui doit les scénarios de ces quelques films pas très glorieux, mais on lui doit aussi et surtout le scénario de Premier Contact, le dernier film de Denis Villeneuve. Et ça fait 2 fois que j'évoque ce film en seulement 2 épisodes. Je pense que ça en dit long sur l'amour que je lui porte. Bref, j'ai décidé de choisir Eric Heisserer parce que le scénario de Premier Contact est vraiment original. Il aborde le thème classique de l'arrivée des aliens sur Terre, mais sous un angle totalement nouveau, celui de la communication. En effet, si vous n'avez pas vu le film, sachez qu'il raconte l'histoire de Louise Banks, une linguiste engagée par l'armée américaine pour essayer de trouver un moyen de communiquer avec les aliens qui viennent tout juste de débarquer. Et donc si vous avez suivi la vidéo depuis le début, le lien avec No Man's Sky devrait commencer à se faire
faire tout seul dans votre tête. Parce que oui, l'un des enjeux de No Man's Sky, c'est justement la communication avec des races aliens. Et vu qu'Icerer s'est foutrement bien démerdé dans Premier Contact, je suis persuadé qu'il pourrait nous livrer quelque chose de tout à fait honorable pour cette adaptation. Sauf que le parallèle entre les deux œuvres va même plus loin. Sans vouloir vous spoiler, dans Premier Contact, la langue utilisée par les aliens a plus qu'une simple valeur linguistique, mais elle a aussi une valeur métaphysique. Ceux qui ont vu le film comprendront. Dans No Man's Sky, il y a aussi un côté assez métaphysique dans la possible quête de nouvelles connaissances linguistiques sur laquelle on peut lancer notre personnage. Parce que plus que de simplement nous apprendre de nouveaux mots, les différents monolithes et autres stèles nous apprennent aussi des éléments de la mythologie propre à chaque race alien, ce qui nous permet d'améliorer nos liens avec ces races. Et comme je l'ai déjà dit, on peut aussi apprendre des éléments relatifs à notre quête vers le centre de l'univers. Et cette quête a aussi quelque chose d'assez mystique vu qu'elle relève presque du culte religieux. Pour conclure sur ce point, je pense que l'univers de No Man's Sky se prêterait très bien à un scénario qu'on pourrait interpréter de manière multiple. Tout comme celui de Premier Contact. En sortant de la séance, ma copine et moi on s'est très sérieusement demandé s'il n'y avait pas un arrière-propos biblique dans Premier Contact. Du coup, pour en être sûr, j'ai décidé de poser la question directement à Eric Icerer sur Twitter. Sans grand espoir qu'il réponde, c'est vrai. Mais pourtant, il a quand même répondu, dans les quelques minutes qui ont suivi. Et il a répondu ça. Vous êtes libre de l'interpréter comme bon vous semble, mais j'ai fait en sorte de ne pas inclure de telles allégories concrètes. Et donc, du propre aveu du scénariste, Premier Contact peut s'interpréter de plein de façons différentes, en fonction de la perception de chacun. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça marcherait plutôt bien pour une adaptation de No Man's Sky. Et maintenant, petite nouveauté par rapport à l'épisode précédent, je vais vous proposer une espèce d'ébauche de synopsis, histoire d'avoir une idée plus ou moins claire de ce vers quoi on pourrait se diriger. Alors le début du film serait assez similaire au début du jeu. Le personnage se réveillerait suite au crash de son vaisseau et devrait donc se démerder pour trouver les ressources nécessaires aux réparations. Mais en fouillant les alentours du site du crash, il, ou plutôt elle, tomberait sur un étrange monolithe. En interagissant avec ce monolithe, elle entendrait une voix dans sa tête. Cette voix parlerait un langage inconnu, mais qu'elle arriverait tout de même à comprendre. Et cette voix la lancerait donc sur une quête aux enjeux bien plus grands que tout ce qu'elle a accompli jusqu'alors. Atteindre le centre de l'univers. Elle se lancerait donc dans la dite quête et visiterait plusieurs planètes sur lesquelles elle trouverait de nouveaux monolithes et d'étranges stèles qui lui apprendraient le langage des différentes races aliens qu'elle croiserait et finirait par découvrir une étrange station spatiale contenant une structure semblable aux monolithes croisés sur son chemin. Et elle y découvrirait alors que son aventure est bien loin d'être terminée et que la route vers le centre de l'univers sera longue et éprouvante et... fin. Oui, je suis pour que le film se termine sur une fin ouverte. Ce serait en adéquation totale avec les multiples interprétations qui seraient possibles. Et surtout, ça montrerait que la quête sur laquelle se lance le personnage est tout sauf une petite quête anodine. La musique est clairement l'un des gros points forts de No Man's Sky. Elle a été composée par 65 Days of Static, qui est un groupe de post-rock anglais. Bon, en vrai je dis que c'est un groupe de post-rock parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Ouais, en fait leurs morceaux ressemblent globalement assez à du post-rock, sauf qu'ils utilisent beaucoup de sonorités électroniques, ce qui fait qu'ils ont vraiment une identité qui leur est propre, et que leur musique ne ressemble à rien d'autre. Donc vous m'excuserez, mais histoire de me faciliter la tâche, je dis que c'est un groupe de post-rock. Revenons-en à nos moutons. La bande originale de No Man's Sky, que vous êtes d'ailleurs en train d'écouter depuis le début de cette vidéo, est juste parfaite. Globalement, elle a un côté très léger, voire même astral, qui fonctionne putain de bien pour un jeu qui se passe dans l'espace. Il y a aussi un côté un peu élévateur qui colle vraiment à l'aspect un peu plus mystique du jeu, et cette BO est aussi très puissante de manière générale, ce qui représente le gigantisme de l'univers du jeu. Puis contrairement à beaucoup de bandes originales de jeux vidéo, celle-ci peut s'écouter à part sans aucun problème, elle reste toujours aussi efficace. Et donc j'aimerais beaucoup que ce soit les gars de 65 Days of Static qui s'occupent de la musique du film, parce qu'ils ont vraiment réussi à créer quelque chose d'unique qui colle parfaitement à l'univers et à l'esprit du jeu, donc ça me paraît tout naturel qu'ils bossent sur l'adaptation. Par contre, si je devais nommer un compositeur qui bosserait avec eux ou alors même sans eux, au pire des cas, j'ai deux noms qui me viennent en tête. Le premier est Steven Price, c'est tout simplement l'un de mes compositeurs préférés, alors qu'il a pas fait grand chose. À l'heure actuelle, il a seulement 6 bandes originales de long métrage à son actif, celles de Attack the Block, du dernier pub avant la fin du monde, de Gravity, de Fury, de Suicide Squad et de Baby Driver, le prochain film d'Edgar Wright. Pourtant, même s'il est encore assez jeune, son talent est objectivement reconnu. Il a même remporté un Oscar pour la bande originale de Gravity. Si je pense à lui, c'est parce qu'il a l'habitude de nous faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Rien que les musiques de Attack the Block et du dernier pub avant la fin du monde le prouvent. Et pour Gravity,
Gravity, il nous a pondu quelque chose de juste magnifique, ce qui prouve bien qu'il sait se démerder quand il doit composer pour un film qui se passe dans l'espace. Mon second choix est autrement moins original, je l'avoue, mais je l'assume totalement. Je pense à Hans Zimmer. Ma justification tient en un seul mot, Interstellar. La BO d'Interstellar est la preuve ultime que malgré tout ce qu'on peut dire à son sujet, Hans Zimmer est capable de se renouveler. C'est aussi la preuve que l'espace est apparemment une thématique qui l'inspire à fond. Parce que je sais que pas mal de personnes ne supportent pas la BO d'Interstellar, notamment à cause des passages à l'orgue. Mais personnellement, je l'adore. C'est même l'une de mes BO de films préférées. Et Zimmer a réussi à donner un côté vraiment élévateur, voire même divin à sa musique. Et c'est tout pile ce qu'il nous faut pour No Man's Sky. En plus, il pourrait tout à fait collaborer avec 65 Days of Static, parce qu'il nous a déjà montré avec la BO de The Amazing Spider-Man 2 qu'il sait taffer avec des gens qui sont totalement extérieurs au monde de la musique de film. Oui, parce que pour info, la BO de The Amazing Spider-Man 2 a été composée par Hans Zimmer et Pharrell Williams, entre autres. Et je trouve que le résultat est carrément bon. Voilà, je pense qu'on a élaboré une belle petite Dream Team. Alors je me doute bien qu'un tel projet ne verra jamais le jour, parce que ça me paraît assez peu probable que des gros studios misent sur un jeu qui a fait un tel bid. Ou en tout cas, pas pour le moment. Du coup, j'en profite pour faire un petit topo sur le concept de l'émission. Une personne m'a dit dans les commentaires de l'épisode précédent qu'elle avait du mal à cerner l'intérêt du concept et que ça relevait plus du rêve de fan que de quelque chose de réaliste. Et ben... ouais, c'est justement ça l'intérêt du concept. Le but, c'est pas d'établir un projet qui va ensuite être envoyé au studio pour qu'il se concrétise. Non, le but, c'est juste, pour moi, d'imaginer l'adaptation au cinéma d'une œuvre que j'apprécie tout particulièrement. Et d'imaginer les différentes composantes de cette adaptation afin qu'elle soit la plus réussie possible, tout en sachant pertinemment que ça se réalisera jamais. Si vous voulez, vous pouvez imaginer les salons des adaptations comme des what if, comme des coups d'œil sur un univers parallèle au nôtre, dans lequel toutes les adaptations seraient confiées à des gens talentueux. Ouais, ce serait tellement beau. Allez, c'est sur ça qu'on se quitte. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire qu'on puisse en discuter ensemble, et on se retrouve bientôt dans le salon pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.